Bonjour à toutes et à tous, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous présenter une démarche d'évaluation qui est aussi une démarche d'enseignement sur le thème du savoir nager. Donc cette présentation répond à un double contexte. Le premier, c'est qu'on a la volonté d'aller toujours plus loin dans l'accompagnement des équipes et des enseignants sur l'accès au savoir nager, donc sur cette compétence à enseigner le savoir nager. euh, Notamment dans un contexte où les dépenses sont considérables à l'échelle du rectorat pour emmener les élèves sur site, près de 700 000 euros. Et puis à l'échelle des établissements aussi, on a des dispositifs qui sont souvent assez ambitieux, donc avec un taux d'encadrement qui prévoit un surnuméraire. Donc voilà, et puis des éléments assez factuels via les résultats que vous nous avez transmis les années précédentes sur un petit peu le niveau d'autonomie observé de vos élèves. Et puis moi, les données dont je dispose sur les inspections, sur l'enseignement de la natation, qui sont assez loin des standards espérés. Donc on n'est pas du tout dans un jugement de valeur parce que le contexte dans lequel on enseigne, d'une part, il y a des obstacles structurels très très forts, et après sur l'enseignement lui-même et l'efficacité des enseignants sur cette activité-là, voilà, pas de jugement de valeur, on est sur un environnement qui est singulier, et donc voilà, on propose un accompagnement pour tenter d'aller toujours plus loin. Deuxième élément de contexte, c'est que je me déplace actuellement dans les établissements et le fil rouge cette année des déplacements, c'est la question de l'évaluation au sein des projets PDA-EPS. Donc voilà, pas la peine que je détaille ici, mais lorsque je me déplace, on prend appui sur cette démarche d'évaluation, qui est aussi une démarche d'enseignement, pour considérer que la totalité des enseignants de l'équipe vont devoir proposer et faire vivre les mêmes situations d'évaluation pour qu'à l'issue de la séquence d'enseignement, on puisse recueillir les résultats pour l'ensemble d'une cohorte et quand une activité est enseignée sur deux ou trois niveaux d'enseignement, ça permet véritablement d'effectuer un suivi de cohorte et des régulations sur les enseignements pour aller toujours plus loin dans les apprentissages. Donc moi j'ai envie de dire, on n'est pas du tout sur une logique de data, de recueil de données, on est sur le cœur du métier. On veut savoir où en sont nos élèves et on propose en conséquence. Donc finalement, c'est très très rare ce que vous avez vécu sur les tests d'aptitude physique que vous avez critiqué de façon légitime. Je comprenais parfaitement plusieurs remarques qui ont été formulées, mais s'il y a bien un intérêt, c'est que finalement, l'ensemble des équipes étaient engagées sur des situations d'enseignement strictement identiques et ça nous permettait de recueillir des résultats sur un protocole qui était strictement identique. Voilà la démarche et le deuxième élément de contexte. Donc moi, je fais une présentation de cette démarche d'évaluation d'enseignement et je prends appui et je vous présente finalement le document support. C'est un diaporama. Donc là, bon, forcément, vous allez trouver plusieurs diapos. Sur la deuxième diapo, vous retrouverez le lien de cet enregistrement. Donc là, je suis en train de faire un enregistrement sur l'outil de visioconférence qui me permet d'animer et de vous proposer un visuel d'absolument tout ce que je dis et tout ce que j'illustre. Des points de vigilance sur lesquels je reviendrai en fin de présentation. Donc la troisième diapo, vous accédez au libellé des différentes situations d'enseignement et des QR codes correspondant à chacune d'entre elles qui vous donnent accès à une vidéo pour illustrer et bien comprendre de quoi il s'agit. Sachez que la situation d'évaluation numéro 7, c'est la SNS. Et pourquoi je dis que cette démarche d'évaluation se confond avec une démarche d'enseignement, c'est que si je prends la situation d'évaluation numéro un, elle devient la situation d'apprentissage pour accéder ou être en réussite sur la situation d'évaluation numéro 2, et ainsi de suite,
Donc on est sur une logique d'enseignement programmé, de PPO, hein, pédagogie par objectif, qui n'est pas forcément une procédure théorique des plus contemporaines, mais c'est celle qui est choisie ici, hein, parce que ça ne veut pas dire que les plus anciennes sont les moins efficaces. Donc voilà, on a une démarche voilà, que je viens de vous expliquer. Il y a un petit gap entre la situation d'évaluation numéro 6 et la situation d'évaluation numéro 7. C'est la raison pour laquelle voilà, vous avez la possibilité de proposer bien sûr des situations d'apprentissage qui viennent s'intercaler entre chaque situation d'évaluation, et notamment quand vous avez à l'esprit ce qui est proposé, hein, l'enchaînement de tâches qui est proposé sur la situation globale, qui est l'évaluation du savoir, enfin de l'attestation du savoir nager en sécurité. L'autre élément attaché, ce qui sert de fil rouge, c'est un petit peu la conduite typique qu'on cherche à combattre. La conduite typique qu'on cherche à combattre, c'est le réflexe de redressement, et notamment avec une inspiration frontale. Voilà, ainsi illustré. Donc ça, c'est vraiment la conduite typique à abattre, et je vous en parle parce que finalement, c'est celle qui doit organiser une part très très importante de vos remédiations, et les situations d'apprentissage, elles sont là pour faire disparaître ce réflexe tout naturel, hein. On est sur un attracteur naturel. On a besoin d'air, forcément. Dans un milieu où on est à l'horizontale, ce qu'il y a à construire, c'est de pouvoir inspirer sur le côté, quitte à passer sur le dos. Je n'ai pas besoin de détailler ces éléments puisque vous le découvrirez sur les diapos qui suivent. Mais en tous les cas, la progression est organisée vraiment autour de cette conduite typique très singulière qui va constituer un axe fort de ce que vous voulez combattre. Je reviens sur le diaporama. Ensuite, à chaque situation d'évaluation, vous retrouvez le QR code. Cet élément-là, voilà, ce sont des éléments de lecture là sur le but. En fait, c'est le but pour l'élève, et finalement, ce qui est travaillé autour, par exemple là, c'est une apnée inspiratoire à sec. Qu'est-ce que l'apnée inspiratoire? Je fais mon apnée, je bloque. Qu'est-ce que cet élément qui peut paraître totalement anodin apporte à la démarche dans sa globalité? Et c'est en ce sens que la situation d'évaluation numéro un, dans ce qu'elle permet, dans ce que vous allez valider, notamment sur les trois niveaux. Donc là, on est très simplement sur des temps d'apnée pour les élèves. Donc le bronze, 20 secondes, l'argent, 21 à 29 secondes, l'or. Voilà, vous êtes capable de lire ces éléments-là. Dans ce que vous allez valider, le niveau de compétence de l'élève dans sa capacité à bloquer sa respiration, ça a une influence considérable sur la réussite dans les phases ou les situations d'évaluation qui vont suivre. Donc c'est très important que vous puissiez vous imprégner de ces éléments explicatifs, hein. C'est comme si finalement je construisais un argument et je ne vous donnais pas d'éléments explicatifs. Là, on est sur la compréhension de la démarche, et en tous les cas, l'intérêt de cette situation d'évaluation dans la démarche plus globale. Vous avez un descriptif matériel, pour l'instant, qui ne me convient pas. Je pense que la présentation évoluera. On est une première mouture. Donc, un descriptif de l'organisation matérielle, et puis les observables qui sont au service des trois niveaux de validation. Donc, vous retrouvez cette logique sur absolument la totalité des situations d'évaluation. Ici, c'est en construction. On a donc un fichier qui va vous permettre, à l'échelle de vos établissements et nous à l'échelle de l'académie, de recueillir les résultats sur les 7 situations d'évaluation. Si je reviens en arrière, vous devez comprendre pardon, qu'un élève qui n'arriverait pas
à la SNS. Il y a aucun souci. Vous allez évaluer au fil de l'eau. Peut-être que si la séquence est interrompue pour, je ne le souhaite pas, mais voilà, on est quand même assez régulièrement empêché. Mais si les élèves n'ont pu vivre que 4 séances, bah, ils en sont où à l'issue des 4 séances? Est-ce qu'ils en sont pour certains, ils en seront peut-être à la situation d'évaluation numéro 6. Pour certains, ils seront restés à la situation d'évaluation numéro 3. Ça pose aucun souci. Quelle que soit la durée de la séquence, vous avez la possibilité donc d'évaluer au fil de l'eau. Et il faut comprendre cette démarche d'évaluation enseignement euh, autour de ce qu'on pourrait appeler un petit livret de compétences ou un portfolio. Euh, Nous, on vous propose la démarche d'enseignement et quand je vais passer dans les établissements, vous verrez le portfolio. Ben voilà, les équipes pédagogiques ont la possibilité de le construire comme elles le souhaitent, de le présenter comme elles souhaitent. Et puis en fin d'année, on essaiera de recueillir les présentations qui nous semblent les plus pertinentes, les plus propres, les plus explicites pour en faire des propositions à l'échelle de l'académie. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors sur les dernières diapos, vous accéderez donc à l'outil de recueil des résultats. Ensuite, vous verrez des documents annexes. Là, voilà, la posture de référence recherchée, c'est voilà, la dernière diapo. C'est attaché à des contenus qui sont proposés. Notamment, je pense à partir de la situation d'évaluation numéro 3 et 4, des éléments qui sont très très importants. Et dès lors que la propulsion commencera à être travaillée, il faudra tenter de retrouver une position qui permet à l'élève de glisser le plus possible. Alors, en lien avec ce que je suis en train de vous proposer, finalement, il faut comprendre que l'élève va devoir prendre conscience d'un certain nombre de choses. Le premier élément à comprendre, vous l'avez vu, c'est que l'élève, il doit comprendre. Top. Excellent. Voilà. L'élève, il peut prendre conscience qu'il peut ne pas respirer pendant un certain temps. Voilà. Donc ça suppose d'apprendre à prendre une grande inspiration et puis à bloquer. Ça fait vraiment l'objet d'un apprentissage. Mais dans la mesure où les voies respiratoires vont être dans l'eau, qu'il n'y aura plus cette possibilité de prendre de l'air aussi facilement que d'habitude, c'est important de prendre conscience que je peux respirer 20 secondes, 30 secondes et au-delà. Bien sûr, vous verrez que être capable de prendre une grande inspiration, c'est modifier le volume corporel immergé et augmenter la composante de flottaison. Et c'est en lien direct avec la deuxième prise de conscience visible sur cette photo, c'est que l'élève doit prendre conscience que l'élément dans lequel il évolue, il porte, il vous ramène à la surface, il n'aspire pas vers le fond, au contraire, et que c'est parce qu'il porte que vous pouvez vous y relâcher. En tous les cas, lui, l'élève, il va comprendre que c'est parce que cet élément me porte, sur la base d'une grande apnée inspiratoire, que je peux m'y relâcher. Donc, c'est un élément très, très important en termes de prise de conscience. Le troisième élément qui correspond à une prise de conscience, c'est ce qu'on a activé tout à l'heure, c'est que il faut prendre conscience de la posture qui permet de dépenser le moins d'énergie possible. Que ce soit sur une reprise de nage battement, eh bien forcément le haut du corps, aussi bien la position de la tête que la position des bras et la tonicité générale du corps, c'est la posture qui va me permettre de dépenser le moins d'énergie possible. Donc ça aussi, ça correspond à une prise de conscience. Et enfin, le dernier élément attaché à la démarche, c'est que lorsque je n'ai plus d'air, plutôt que d'enchaîner les inspirations frontales, telles qu'on l'a vu tout à l'heure, voilà, l'élève a la possibilité de passer sur le dos et de poursuivre son déplacement, voire son projet de déplacement, avec une modalité de nage qui ne le bloquera pas.
Donc, cette démarche, il y a quatre points ou quatre thématiques qui correspondent à des prises de conscience qui sont importants. Alors, je vais revenir sur les points de vigilance attachés à la démarche. Le premier point c'est pas un point de vigilance, mais c'est une remarque, c'est que un des leviers motivationnels attachés à la démarche d'enseignement concerne euh, la distance et les records de distance que l'élève va être capable de réaliser sur, on va dire, 8 dixièmes des situations qui sont proposées. Ça veut dire que l'aménagement matériel qui va être proposé, il doit être au service de cette mesure. S'il n'y a pas d'aménagement qui permet la mesure, il n'y a pas de record. Donc finalement, il n'y a pas de possibilité de visualiser les progrès, de prendre conscience des progrès. Donc l'aménagement matériel, c'est un point qui est largement développé sur la formation qui est proposée chaque début d'année. De la même façon que vous installez des coupelles au sol sur votre terrain dans le gymnase, il faut être capable de baliser les espaces et baliser les espaces pour des effectifs bien précis et donc, c'est quelque chose qui est très difficile à faire et en tous les cas, sur lequel vous avez à consentir de gros efforts tout simplement parce qu'en fait, ce matériel-là n'existe pas. Donc souvent, c'est nous qui l'inventons. Vous êtes sur un bassin, donc milieu standardisé, vous avez les fanions qui sont positionnés à 5 mètres, vous pouvez mettre très facilement des planches sur le côté, des perches, etc., des repères sous l'eau qui vont permettre aux élèves de visualiser les distances qui sont parcourues. Vous avez des changements de couleur sur les lignes d'eau, bref, j'en passe. Mais tout cet aménagement, c'est à nous de le construire. Donc, il y a vraiment des efforts de créativité à voir avec les maîtres nageurs, hein. Moi, c'est un discours que j'ai à leur égard. Ils vous accompagnent dans la construction des dispositifs pédagogiques qui sont essentiels, vraiment déterminants. Et pour l'instant, on est très loin du compte. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, mais il y a des efforts à consentir. Ce matériel-là n'existe pas. Il faut le construire. Il faut l'inventer et on est sur quelque chose. Voilà, moi j'aimerais vraiment qu'on progresse collectivement sur cette dimension-là. Le deuxième point de vigilance en lien avec, on va passer beaucoup de temps, notamment pour construire la composante de flottaison, sur ce travail de blocage inspiratoire. Pour autant, dès lors que l'élève va engager de la propulsion, ben, pour construire la respiration aquatique, il ne faut pas qu'il reste sur une situation de blocage inspiratoire. Donc là, c'est un point de vigilance dans les observations des enseignants. Dès lors que la propulsion est engagée, il faut que vous puissiez observer que l'élève est en train d'expirer de façon progressive et plus ou moins violente en fonction de l'exercice ou de la demande. Mais au moment où l'inspiration se vérifie, donc nous, l'inspiration dans la démarche, elle se vérifie avec un passage sur le dos. Jamais, jamais, même sur le passage sur le dos, une nuque et on va dire, une inspiration frontale. Voilà. Mais au moment où cette inspiration se vérifie, il faut que l'élève la réalise à partir d'une cage thoracique fixée vers le bas et donc d'une inspiration complète. Et si vous restez sur ce modèle de blocage inspiratoire qui nous sert sur les premières étapes, on sera en difficulté. Donc voilà, c'est un point de vigilance qui est important. Le troisième point de vigilance, c'est sur le mode de propulsion préférentiel. Moi, dans la démarche, c'est vrai que parce que ça permet aux élèves de maintenir le placement des bras dans une position très hydrodynamique, j'ai plutôt tendance à débuter avec une propulsion jambe, mais vous savez qu'il y a des élèves qui sont totalement bloqués là-dessus. Et on peut travailler sur l'alternance, voire envisager vraiment un travail des bras. Ça sera à vous de corriger dans les contenus et de réaxer le trajet des bras pour qu'ils viennent pas, pour qu'ils permettent à l'élève de retrouver finalement sur chaque mouvement de rattraper cette posture d'allongement ou cette posture de référence très allongée, très tonique. Mais voilà, on peut avoir des élèves qui sont totalement bloqués sur la propulsion jambe et on va choisir un mode de propulsion bras, même alternatif ou rattraper avant.
si vous sentez que ça facilite les choses. Le dernier point, c'est pas un point de vigilance, mais insister, notamment quand vous êtes engagé sur des séquences d'enseignement très très longues, vous pouvez alterner. Euh, on vient d'évoquer la question de la propulsion. Lorsque vous travaillez avec les palmes, le réflexe un petit peu de pédalage qui peut se vérifier chez certains élèves, bah voilà, avec des palmes, vous êtes engagé sur un fouetté voilà, qui peut mettre fin ou en tous les cas corriger cet attracteur naturel de pédalage. Donc il y a des vrais transferts, contrairement à ce que certains ou certaines pourraient croire, entre un mode d'apprentissage avec une assistance flottaison. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des allées-venues, notamment si vous êtes installé sur des séquences longues. Voilà voilà ce que je voulais dire autour de cette démarche d'enseignement évaluation. Écoutez, ces éléments seront présentés également sur mes déplacements en établissement. Je vous souhaite bon courage à toutes et à tous et à très vite.